Ce soir, on accueille Elisa Rojas pour parler du plan Plus simple la vie. Bonjour Elisa Rojas. Bonjour. Dolores, à toi la parole. Oui, Rémi, en France, donc, il y a 12 millions de personnes handicapées, soit près de 20% de la population. Et pourtant, on parle peu de la lutte que c'est parfois pour faire des gestes simples de la vie quotidienne, comme d'avoir les moyens de manger, de se déplacer, bref, d'avoir les mêmes droits élémentaires que tout le monde. De nombreuses initiatives ont été mises en place ces derniers temps pour mettre l'accent notamment sur l'amélioration des conditions de vie des personnes handicapées en France. Donc, comme le rappelait mon collègue Théo dans son journal de mercredi, un rapport de plus de 290 pages, rédigé par Adrien Taquet, député des Hauts-de-Seine LREM, et Jean-François Serre, membre du CESE, se propose donc d'améliorer la vie des personnes handicapées en France. Il a été remis au Premier ministre. Alors, le nom de ce rapport, qui contient 113 propositions basées sur une consultation en ligne de 10 000 Françaises et Français, eh bien, c'est Plus simple la vie. Alors ce soir, on accueille Elisa Rojas effectivement pour en parler. Bonsoir Elisa. Bonsoir. Alors donc vous êtes membre du CLÉ, le collectif Lutte et Handicap pour l'égalité et l'émancipation, qui a été donc créé en avril 2016. Et donc pour commencer, pouvez-vous nous expliquer pourquoi vous avez décidé de créer ce collectif ? Alors, on a décidé de créer ce collectif parce qu'il nous a semblé nécessaire, en fait, compte tenu de la situation en France, de s'organiser entre personnes concernées uniquement et pour défendre, en fait, une manière de militer sur la question du handicap qui soit autonome vis-à-vis des associations gestionnaires dont on pense qu'à l'heure actuelle, elles ont déjà démontré l'inefficacité de leur action à ce stade. Et puis, la dernière chose, c'est qu'en fait, on voulait aussi insister sur l'aspect politisé de la lutte qui concerne les personnes handicapées et qu'on ne rappelle pas assez. D'accord. Alors, je voudrais revenir rapidement sur le nom du rapport, qu'on a déjà dit plusieurs fois. Plus simple la vie. Donc, on a le sentiment qu'on essaye de donner un peu d'optimisme. C'est aussi une référence évidente à la série Plus belle la vie, donc qui essaye de refléter la vie de celle de tous les citoyens, justement. On y parle volontiers de différentes thématiques, la jeunesse, l'homosexualité, la transsexualité, etc. Vous en pensez quoi de ce nom ? J'ai été étonnée par le choix, donc je dirais que premièrement soit les gens qui ont rédigé ce rapport ont un humour assez limite, de pas très bon goût je trouve, parce que je pense pas que la vie des personnes handicapées ressemble à une série forcément de cette nature. Je pense aussi que ça peut être du cynisme, auquel cas ce serait encore plus grave, mais quelqu'un m'a dit ce matin quelque chose de très intéressant, en fait. Plus belle la vie, c'est une série qui transforme des problèmes sociaux en drames individuels. Je trouve que ça illustre très bien l'état d'esprit du rapport, en fait. D'accord, justement, on va parler de ce rapport qui est touffu, plus de 290 pages. Sur Twitter, vous avez notamment commenté ce rapport parce que vous faites donc un constat, au contraire d'autres associations, c'est que pour vous, ce rapport n'est pas à la hauteur des enjeux. Pourquoi ? Alors, en fait, c'est un rapport qui est très long. Donc, s'il fallait retenir 3 choses, moi je dirais d'abord, il y a des propositions qui apparaissent au premier plan intéressantes. Bon, déjà, ce ne sont que des propositions, c'est pas ce que ça va donner concrètement, comment elles vont être mises en œuvre. Mais celles qui ont l'air intéressantes, ce sont des vieilles propositions qui existent dans d'autres rapports, ou alors des choses qui relèvent vraiment de l'évidence, du bon sens, donc rien d'extraordinaire. Après, il y a des propositions carrément là très étonnantes, totalement hors de propos. Je prends un exemple tout bête, mais des équipes citoyennes pour rompre l'isolement social et égayer la vie des personnes handicapées. Je pense qu'on est totalement à côté du sujet, parce qu'en fait, la solitude, c'est pas quelque chose qui est intrinsèquement lié au handicap. Les personnes handicapées, elles sont exclues par des politiques. Elles sont en fait mise dans une situation de dépendance et de précarité qui est totalement organisée. Donc la troisième chose, c'est que je dirais que tout simplement le rapport, l'état d'esprit général ne change absolument pas de ce qui a été fait jusqu'à présent et à l'image de la politique du gouvernement. Alors vous parlez justement de politisation de ce sujet et vous militez notamment au sein du CLÉ pour la désinstitutionnalisation. Alors le rapport justement semble conforter l'idée que c'est une bonne chose que les personnes handicapées notamment aillent dans des établissements contre notamment les préconisations de l'ONU. Est-ce que vous pouvez nous revenir là-dessus ? Oui, alors ça aussi c'est une source d'étonnement. Après la visite de la rapporteure spéciale de l'ONU, il est très étonnant de voir dans un rapport qui a été rendu après qu'en fait il ne tire aucune conclusion des observations qui ont été faites, puisqu'en fait la rapporteure spéciale a été très très claire. La France a signé des engagements internationaux dans lesquels il lui est demandé de mettre fin à ce système qui consiste à mettre les personnes handicapées en institution, puisque ça porte atteinte à leurs droits. Donc voilà,
c'est clair, la France doit s'engager dans ce processus-là. Elle ne veut pas le faire, elle continue à dire que c'est une solution valable, c'est faux. S'il y a une seule phrase à retenir des observations de la rapporteuse spéciale, c'est « il n'y a pas de bons établissements ». Je pense qu'on ne peut pas faire plus clair que cette phrase-là. Ceux qui ne comprennent pas, on ne peut plus grand-chose pour eux en fait. Mais justement, alors par rapport à ce rapport qui s'obstine, on a l'impression qu'il y a beaucoup d'initiatives qui vont dans le sens d'une meilleure compréhension, notamment des personnes handicapées. Pourquoi justement, au mépris donc, de l'ONU, ils continuent d'aller dans ce sens-là ? Parce que en France, ce qui est compliqué à comprendre, c'est qu'on a vraiment tout un système économique qui s'est créé autour de l'institutionnalisation. Il y a des associations qui sont gestionnaires de services et d'établissements spécialisés. L'institutionnalisation, c'est une question de pouvoir et une question d'argent. Donc il est bien évident qu'il y a des gens qui ne veulent pas y renoncer. Et malheureusement, il va falloir que ces gens comprennent qu'on n'est pas conforme aux engagements internationaux et que ce n'est pas une option en fait. D'accord, donc on est encore dans cette stratégie du en même temps, on fait quelque chose qui a l'air bien et en même temps on est en dehors des clous concernant les sujets évoqués. Par exemple, l'initiative gouvernementale, le Duo Day, avait été présentée comme quelque chose de plutôt positif, qui allait dans le sens d'une meilleure inclusivité, qui est le mot qu'aime à reprendre justement la com gouvernementale. Pourquoi, pour vous, justement, ces initiatives ne vont pas dans le bon sens? C'est caricatural, c'est pas assez, c'est justement cosmétique? Le problème de ce gouvernement, il est exactement là. C'est-à-dire qu'en fait, on nous a dit le handicap, c'est une priorité. On l'a dit pendant les élections, on l'a dit une fois que la secrétaire d'État a été nommée. Donc ça, c'est affiché. Le problème, c'est que tout tourne autour de la communication uniquement. Donc on a des initiatives comme le Duo Day, qui sont quand même assez ridicules quand on commence à examiner les choses en détail. On a des rapports qui se succèdent. Il y en a eu 2 cette semaine. Il y a eu aussi le rapport du CSA. Mais dans les faits, on mène une politique qui est brutale à l'égard des plus pauvres. Et il se trouve que les personnes handicapées font partie des plus pauvres. Et on a une allocation adulte handicapé qui n'est pas du tout revalorisée comme ça avait été annoncé. Une revalorisation qui est ridicule, qui nous maintient en dessous du seuil de pauvreté. On n'a rien qui est fait justement pour développer la vie autonome, qui est l'alternative à l'institutionnalisation. Donc on porte constamment atteinte comme ça à nos droits, l'air de rien. On va faire régresser l'accessibilité dans le logement neuf avec la loi Elan. Et en fait, tout est comme ça. C'est-à-dire que ce soit des dispositions spécifiques au handicap ou des dispositions de politique générale qui vont avoir un impact sur les personnes handicapées, parce que l'austérité, par exemple, rien que ça a un impact sur les personnes handicapées. On l'a bien vu au Royaume-Uni avec ce qui s'est passé et la situation catastrophique que ça a créé. Donc très clairement, voilà, il y a d'un côté ce qu'on nous raconte et qu'on met bien en avant, et il y a de l'autre la réalité de la politique menée qui est absolument déplorable. Justement, vous parliez de ce rapport CSA qui a été commenté notamment par Sophie Cluzel, qui est donc la secrétaire d'État auprès du Premier ministre et qui est chargée des personnes handicapées. Donc dans cette interview qu'elle a donnée à Télérama, elle dit que le handicap devait être glamour. Donc entre ce rapport, donc le nom de ce rapport, cette image soit glam, donc on le voit à l'écran, ce tweet que vous commentez, où vous commentez cette interview, que doit véhiculer le handicap, selon la secrétaire d'État, donc il y a la volonté répétée de faire de la politique inclusive, donc qui concernerait tout le monde. On est encore une fois dans de la com et dans une espèce de chape de plomb presque, même sur les réalités que vivent les personnes handicapées en France. Oui, je ne peux pas vraiment commenter les propos de Sophie Cluzel parce qu'à ce stade, moi-même, je ne comprends plus ce qu'elle raconte en fait. J'ai l'impression qu'elle utilise des mots dont elle ignore le sens. Quand elle parle de représentation juste et qu'ensuite elle vient expliquer qu'il faut que ça fasse de l'audience, le handicap, qu'il faut que ça touche et que ce soit de l'amour, je ne comprends plus du tout de quoi elle est en train de parler. On n'est pas là pour faire de l'audience, on n'est pas là pour apporter de l'émotion ou du frisson aux gens qui regardent la télé. On est simplement là parce qu'on existe et que donc ce qu'on voit à la télé doit représenter l'ensemble de la société. On fait partie de la société, on doit être représenté à hauteur de ce que l'on est dans la société. Ça s'arrête là. Alors, si la majorité gouvernementale et d'autres associations gestionnaires semblent toutes dévouer cette cause et ont justement valorisé l'arrivée de ce rapport, oui, on le rappelle, qui ne sont que des préconisations à ce stade, même s'ils ont dit que des mesures allaient très vite être prises, allaient être appliquées, et qu'on voit que c'est beaucoup de com et assez peu de fonds concrets. Qu'en est-il des autres partis? Est-ce que c'est impensé justement cette question
Alors justement, j'aimerais bien voir des choses intéressantes à gauche. Simplement, je constate qu'à gauche également, voilà, tout parti confondu, on parle mal ou très peu du handicap. C'est un sujet qui est toujours oublié dans les luttes, dans les mobilisations. On est vraiment la 150e roue du carrosse quand on fait partie du carrosse. En fait, c'est pas un sujet qui est pensé politiquement et ça nous nuit évidemment beaucoup. Il faut commencer à prendre de la distance vis-à-vis du secteur médico-social et des associations gestionnaires, parce qu'il n'y a que ça qui pourra permettre à la gauche de faire des propositions politiques qui répondent véritablement aux besoins et qui soient à la hauteur des enjeux.